stéatose hépatique et hépatocirrhose. Je vous fais grâce des conflits d'intérêts. Donc, quelles sont les questions fondamentales? La première, c'est comment faire la différence entre le stéatose simple et une NASH. Est-ce que la stéatose est une simple maladie du foie? Comment on traite la NASH en 2015? Par rapport à l'hépatocirrhose, comment la diagnostiquer et comment la prendre en charge? Alors, quelques rappels rapidement sur mon métabolique, je vais rester sur la colonne de gauche. Donc, en Europe, on considère que le tour de taille supérieur à 94 cm chez les hommes et 80 cm chez les femmes, donc correspond à un facteur de risque métabolique. Il y en a 4 autres, l'hypertension artérielle, le HDL cholestérol, les triglycérides, la glycémie à jeun, le LDL cholestérol non déplaçant. Et on considère qu'un sang métabolique quand il y a 3 critères sur 5 en Europe. 2 autres critères ont été définis pour les États-Unis et pour les patients asiatiques, j'en fais grâce, mais ça recoupe un petit peu. Donc, stéatose correspond à une accumulation de lipides dans les hépatocytes et 20-25% de la population est concernée. Le risque évolutif existe probablement, quelques études l'ont démontré, on va en parler après. La NASH, c'est une stéatose avec de l'inflammation, 1 à 3% de la population, donc c'est bien moins, risque de fibrose et de complications qui sont liées. Le mécanisme entre les deux, il existe quelques notions quand même, mais pour l'instant, on ne sait pas pourquoi tel patient va développer ce mécanisme. Et ce qui est très important, c'est de faire la différence entre les deux, dans la mesure où il existe un retentissement avec une prise en charge distincte. Il y a une prise en charge commune avec recherche de comorbidité éliminée notamment la diagnostic différentielle. Par contre, si il y a une stéatose, si le patient est jeune, il faut quand même surveiller parce qu'il y a un risque d'évolution vers une NASH. Et en cas de NASH, dépistage, traitement des complications et traitement spécifique de la NASH. Donc, 25 à 30% de la population est porteur d'une stéatose. Parmi eux, 10% ont développé une NASH. Parmi cette NASH, 12 à 35% ont développé une cirrhose. Et parmi ceux qui ont une cirrhose, 20 à 30% quand même ont un risque de développer un hépatocarcinome. Donc, c'est important d'écarter les autres diagnostics. Je vous fais grâce, la première partie, ça c'est pour les externes de 5e année, mais il faut faire attention aux causes intriquées. Donc, les NFLD et la stéatose peuvent aggraver les hépatopathies. Une série de 100 patients transplantés pour cirrhose éthylique à la Pitié. Parmi eux, la prévalence donc, de CHC chez les patients qui avaient au moins un facteur de risque métabolique était 45%, contre 6% ceux qui n'en avaient pas. Et quand le bilan est éliminé et que vous avez quand même un doute, vous pouvez rechercher l'OMA qui correspond donc à l'insulinie qui est par la glycémie sur 22 et qui permet de pouvoir le calculer. Inférieur de la stéatose sur la 4 insurrésistante entre 2 et 4. C'est intermédiaire, il faut aller tout le monde. Donc, écarter au diagnostic, principale cause, je ne vois pas la situation qu'on voit très bien, l'alcool, mais également un syndrome de facteur de risque métabolique, obésité, lipidémie, diabète. D'autres causes sont possibles, donc d'autres causes nutritionnelles, malnutrition jeune, prosecrie intestinale, gastroplastie, alimentation paraclarale au long cours, les accidents de grêle, les MICI, pour des raisons à peu près communes, mais également d'autres hépatopathies, médicamenteuses, corticoïdes, amoxicillin, amiodarone et méthotrexate, et l'hépatite C, notamment le type 3. Donc, la donnée fondamentale, c'est comment faire la différence entre une stéatose et une stéatohépatique. L'émulsion peut être tout à fait simple, mais il y a un risque de fibrose ou de cirrhose. La NASH, bien sûr, est plus à risque, mais sur une population quand même de 200 patients d'Australie, ils avaient montré quand même une progression qui était malgré tout possible, avec des biopsies qui étaient espacées de 6 à 8 ans. Le principal facteur de risque d'évolution vers une NASH et une fibrose, c'est le diabète, et la NFLD ne doit pas être négligée, et une révélation à distance, notamment chez les sujets jeunes. Donc, ici, on peut voir sur notre étude, on voyait que le facteur, la présence d'une fibrose, aggravait fortement la mortalité, particulièrement quand la fibrose était classée F3 ou F4. Alors, comment faire la différence? Donc, le code standard, ça reste toujours la biopsie hépatique. Mais il y a des complications, vous connaissez mieux que moi, l'hospitalisation, vous connaissez mieux que moi, l'échantillonnage, où justement, d'un endroit à l'autre, à 1 cm près, ça peut être pas de stéatose, ou beaucoup de stéatose, pas de fibrose, beaucoup de fibrose. Donc, la qualification historique qui date seulement de 2006, la qualification de Kanner, ou NAS, donc qui prend en compte l'évaluation de l'inflammation et la stéatose, les 3 critères de stéatohépatique, et la fibrose. Et on dit que le score, quand il est à 5, à partir de 5, il y a NAH, et qu'il n'y a pas de stéatohépatique quand c'est inférieur à 3. Un autre score plus récent, qui est un score qui est développé par Cadre de Salle de Beauchamp, et qui prenait donc un algorithme basé sur justement ces 4 critères, ces 3 critères, pardon, stéatose, valorisation et inflammation loculaire. Sinon, si on n'a pas accès à la biopsie hépatique, plusieurs autres éléments, le CAP, donc le coefficient d'atténuation postérieure, et associé au fibroscan, les échonographies standards, échographie scanner IRL, et d'autres examens biologiques payants, stéatotest avec fibromasque. Pour l'inflammation, nos aides cycliques étaient notamment étudiées à Nice, donc il y a un critère intéressant. Et la fibrose intéressante à regarder, le fibroscan, les tests sériques payants fibrotest fibromètre, et un test qui est facilement accessible par voie informatique, le MFD Score, qui a été développé par Angulo et qui prend en compte ces critères, dont l'âge de PMI, de Tatézalage, de 2000 et Taquet. Donc,
il a été décrit un score de fibrose, qui est l'Infactory Fibrosis Score, avec deux cut-offs, un qui est moins 1.455 et l'autre qui est supérieur à 0,676. La biopsie occupe, vous verrez, 3 des solutions finales. Et donc, quand il y a une probabilité pour faire la biopsie, intermédiaire, si fibroscan est en faveur, faire la biopsie. Et dans le cas contraire, on dosera donc le CK18, le marqueur d'inflammation, comme on l'a dit, et s'il va être augmenté, on fera la biopsie hépatique. En pratique, c'est plus difficile à faire. C'est pas toujours facile d'accéder à la biopsie, les patients commencent à refuser, et on regarde un peu plus les nouveaux tests. Et donc, dans l'idéal, c'est quand même la de Machado. Si on a vraiment une crainte de nage, on fait quand même un PDH. Sinon, considérer le premier examen ou confirmer par un deuxième test en fonction. Est-ce que la stéatose est une simple maladie du foie? Non. Il existe un risque cardiovasculaire avec un seuil de mortalité, un risque d'apnée du sommeil. Il peut y avoir des endocrinopaties associées, au-delà de la métabolique, même des autothyroïdies, des syndromes d'ovaires polykystiques, une ostéoporose, on ne resterait pas là-dessus parce qu'il n'y a pas de détails là-dessus, et cancer colorectal, montré qu'il y a positif. Donc le risque cardiovasculaire, il faut éliminer les autres facteurs de risque. Et le risque de mortalité cardiaque sur une grande série américaine, cette fameuse registre, donc la sinisation patient, en présence de stéatopathie et syndrome métabolique, le hazard ratio est de 4,58, donc à prendre en compte. Paris aussi avait travaillé là-dessus avec Pitié sur 1072 patients et envoyé contre le cas de NFPD à l'infusion, le risque d'athérome carotidien était plus important. Le risque respiratoire, 80% des patients qui ont un syndrome d'apnée du sommeil ont un risque d'avoir une stéatose, donc c'est quand même important de rechercher. Un dépistage de tête de force qui est facilement accessible sur des questions, savoir si les patients sont devant un télé, si on fait etc. L'on peut faire, ou en fonction de l'habitude, soit on peut mettre un traitant pour l'adresser à un pneumologue, soit on peut l'adresser au pneumologue avec lequel vous travaillez habituellement. Et il faudra, si besoin, un enregistrement plus sonographique. Donc les dépistages embryologiques, on dyslipidémie diabète, et il faut laisser statine pour dyslipidémie, laisser metformine pour diabète. Les incrétines seront intéressantes dans le futur, je ne m'attarde pas trop là-dessus. Les facteurs favorisants de la stéatose, la dystéroïdie, les blocs surrénaliens, les syndromes de polycystiques. Et il faut faire attention, si le HDL cholestérol est bas, il faudra se décider d'un déficit réel, c'est-à-dire l'isotimab, acide classe. Alors le cancer du côlon, il y a une méta-analyse qui est sortie donc, en début d'année qui montrait qu'il y avait un surrisque de cancer du côlon chez les patients qui avaient des stéatoses. On peut voir sur la colonne de droite. Pour l'instant, ce n'est pas partie de recommandations franches d'endoscopie systématique, mais il faut penser qu'on a besoin de voir pour stéatose à rechercher et dépister les facteurs de risque. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ce schéma si vous se trop à me fonder, mais toujours est-il qu'on peut voir qu'il y a une partie ici qui correspond à tout ce qui a favorisé la stéatose, et une partie, notamment la bêta, le stress oxydatif, les TNF, les IL1, pour développer donc la fibrose et par intermédiaire les cellules stellaires, cellules codées, pardon, et on peut voir que plein de médicaments peuvent attaquer soit la partie initiale, notamment la chirurgie bariatrique, ici les insulinsécréteurs par rapport donc, au pancréas, et par rapport aux anti-inflammatoires, les caminotes, la dosifil et l'acide urso notamment. Alors, comment traiter la NASH en 2015? Le code standard, ça reste quand même le biopsie hépatique. Pour l'instant, c'est difficile à pratiquer. Vous imaginez bien qu'un patient qui est resté 24 heures, voire plus au hôpital comme PBH, il y a un peu de complications de douleur, on n'a pas envie d'avoir. Les transaminases ne sont pas forcément bons marqueurs. Le test humain peut être un bon marqueur. Et puis, il y a les marqueurs indirects de fibrose, donc les tests biologiques, l'échographie et le fibroscan. Donc, quel traitement ciblé actuellement pour les traitements? Donc, le seul facteur de risque de mortalité actuellement démontré par les études notamment de UNC, c'est la présence d'une fibrose. Un traitement médicamenteux sera proposé quand le patient a une fibrose supérieure ou égale à 2, c'est ce qu'on fait généralement, et la prise en charge s'il y a une maladie hépatique associée, notamment l'hépatite C. Bien entendu, tous les patients stéatosiques, quand on cochera à faire du sport, une telle alimentation. Donc, les règles hypothétiques, c'est le seul traitement qui soit bien réglé pour l'instant. L'entretien motivationnel est important, il faut reconnaître qu'il faut prendre du temps, c'est pas un petit peu difficile, le patient n'est pas motivé, et il faut s'appuyer sur la suite familiale, notamment l'épouse qui prépare le repas, comme c'est encore des fois le cas. Donc la combinaison de cette activité physique, une alimentation de certains aliments, prise en fructose dans l'acide gras, le régime méditerranéen peut être efficace, et le café pour limiter la production de la fibrose sur certaines études françaises, et on peut s'aider d'un diététicien, voire d'un médecin nutritionniste. Donc quels sont les agents? Les agents insulinosensibilisateurs, donc les liquidasons qui sont plus commercialisés, comme PNF, metformine, les incrétines, les hypoliépéniants qui pour l'instant n'ont pas vraiment bien rentré l'efficacité, l'antioxydant qu'on utilise encore. Les anticorps du poids, ils sont éliminés. L'acide biliaire, pour l'instant, il n'y a que l'acide urso. Et les autres traitements qui vont être développés. Donc, ce qu'il faut retenir parmi tous les traitements qui ont déjà été testés, c'est qu'il y a eu 2 recommandations internationales qui ont été faites. L'une en 2009 par Diesel, l'autre en 2010 par la SND. La vitamine E ressort dans chacune. Et en Europe, en 2009, on avait rajouté l'acide urso. Il y a d'autres traitements, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il faut soutenir que le metformine, statine, fibrate, glitazone n'utilisent pratiquement pas. L'acide obéticolique sera le traitement futur, on en parlera un peu plus tard.
et la pénosophilie d'un traitement alternatif donc, au traitement de référence qui sont acide-urso et vitamineux. Alors, l'acide obéticolique, un essai qui est sorti cette année en Lancet sur 283 patients. L'acide obéticolique qui n'est pas encore en vente, est un acide biliaire qui est mécanisme du pharmacologie de X-récepteur et qui a déjà été étudié sur les maladies biliaires. Donc, on peut voir qu'il y a une amélioration sur les transaminases, sur les gamma GT, sur le poids. En revanche, une augmentation de cette alcaline et il y a plus de chlorite dans le groupe traité. L'acide ursodeoxycholique, je vous montre les 5 principales études qui ont montré sur une étude sur la biologie. Il y avait une discordance au niveau des types de fibrose, aucune significativité, y compris avec la vitamine E dans l'étude suisse. La seule étude qui a montré l'efficacité de la fibrose, c'est le fibrotest, qui est quand même un bon marqueur, même si c'est des critères biologiques, et qui avait été montré par Ratsu, une étude multicentrique française de 2011. En traitement alternatif, la bioclinique avait montré il y a 3 ans maintenant, donc il y avait une amélioration possible à la pentosiphiline, avec 2 patients, 55 répartis entre 2 bras, et il y avait une amélioration histologique. Un traitement efficace, la chirurgie bariatrique, les fameuses séries donc lilloises, sur 890 patients, montraient que ce soit sur le plan biologique, mais également sur le plan histologique, il existait une franche amélioration chez ces patients-là. Futur traitement, je montrais seulement les principaux. La ligarutis, le Victoza, il y a une étude qui est sortie cette année à l'IASL qui montre quand même beaucoup d'intérêt. Le cytol de castage et surtout le geste 414-50 qui est assez avancé, c'est l'IA qui commercialisera. La ramechol, c'est également un citrat modifié qui devrait également être efficace. Donc, on a estimé en 2015, c'est toujours les hypothétiques, ça, il faut vraiment appuyer dessus. Pour l'instant, cette association vitamineuse 500 mg par jour, l'acide urso, je vous ai montré tout à l'heure que c'était quand même avec une dose importante, de 28 35 mg par jour, chez les Français dans leur activité centrique, mais généralement, on donne plutôt 20 mg par jour. Et en cas de mauvaise tolérance, peu d'alliance, on peut discuter de la dosophiline, même si les études sont relativement faibles. Chez les patients obèses, c'est grave, c'est critères de chirurgie bariatrique, et on peut éventuellement discuter. Quant au futur, on peut avoir de belles alliances. Alors, l'hépatocirrhose, comment la diagnostiquer? L'hépatocirrhose, c'est la façon du surcharge en fer avec une ou plusieurs anomalies métaboliques. Pour une hémocomatose, vous verrez 20 patients avec l'hépatocirrhose. Donc, c'est souvent des patients qui ont entre 50 et 60 ans, avec une pédestéatose, ça présente dans seulement 50% des cas. Et inversement, les patients qui vont avoir une âge ont 30% des cas en hyperferritémie. Donc, les sortes mixtes, contrairement à l'hémocomatose, hépatocytaire lymphophagite, donc un petit peu dans la rate aussi. La ferritine est plus souvent entre 500 et 800 voire 1000, que son saturation entre 30 et 50, et la concentration hépatique en fer qu'on va rechercher soit sur biopsie hépatique, soit sur RM, sera entre 36 et 100 nanogrammes par millilitre. La découverte, ça sera souvent son métabolique, gastrénie, douleur articulaire, bilan familial, et puis c'est fortuit, bilan général, des fois le patient demande à ce qu'on recherche la ferritine, on est un petit peu fatigué pour X raison, donc c'est à ce moment-là que les patients nous sont adressés. En cas de ferritine augmentée, en fin IRL, c'est super 550 chez les hommes, super 450 chez la femme. Quand le puissance saturation sera de 45%, il éliminera l'alcool, l'hémolyse, la citrolyse ou la cirrhose, et on cherchera la mutation 782Y de l'hémocomatose. Si elle n'est pas là, et si la ferritine est à peu près inférieure à 1000, inférieure à 100, ou c'est un facteur de risque métabolique, donc on ne se pas l'hépatocirrhose, sinon on pourra chercher notre cause, notamment une cause génétique rare. Et quand le puissance saturation sera inférieure à 15%, on regardera donc TSH-CRP, cotation chaîne et là aussi on posera la question s'il y a des facteurs de risque métabolique pour rechercher l'hépatocirrhose. Donc, les règles générales, prévention contre les facteurs de risque métabolique, je ne reviens pas là-dessus. Les patients vont poser la question souvent du thé noir, ça peut être efficace, mais ça ne sera pas seul à panacée. Donc, c'est souvent insuffisant, notamment quand la ferritine est supérieure à 450. Et dans ce cas-là, faut-il traiter par saignée? Il y a quand même des raisons de le penser. Les règles métaboliques sont souvent insuffisantes, à me le dire. Les crises d'hyperferritémie peuvent provoquer une fibrose au niveau hépatique, des complications cardiovasculaires. Il y aurait un risque de surpoids de cancer, et pas seulement de foie, et puis risque de nationale-résistance ou de diabète. Et généralement, les signaux chez les patients qui seront porteurs d'hépatocirrhose sont plutôt bien tolérés. Par contre, les signaux sont souvent onéreuses, aspirantes pour les patients, et pour l'instant, on n'a pas de bénéfice formellement démontré. Néanmoins, on va voir quelques études. Là, c'est juste pour vous rappeler pour les internes que les saignées, c'est comme l'hépatique C, c'est seulement par le sang, c'est pas par le sexe. Donc, l'intérêt des saignées, il y a quand même une grosse étude prospective sur 1200 patients qui montrait justement qu'avec une réduction par phlébotomie donc, de la ferritine, il y a une amélioration franche par rapport au cancer. C'est une seule étude qui a été faite dans l'Est des États-Unis, mais qui reste néanmoins approuvée. Une équipe italienne, c'est de Valentir, beaucoup travaillé. Ils ont montré que quand la ferritine était élevée, il existait l'amélioration du HOMA. Et particulièrement chez les patients qui ont une ferritine élevée, ça a diminué cet effet chez les patients qui ont une ferritine basse. Ils ont refait une étude plus récemment, en 2014, qui montrait qu'il y avait une amélioration sur les critères histologiques et sur les faibles populations, vous voyez,
38 patients et seulement par protocole. Par contre, cette année est sortie dans la pathologie une étude qui a été faite chez ces patients qui étaient porteurs d'une stéatopathie métabolique et qui n'est pas forcément l'hyperféritinémie. La médiane pour les deux groupes est aux alentours de 270-300 et il n'y a pas d'amélioration significative, que ce soit l'insulination-résistance ou la stéatose chez ces patients-là. Mais une étude à prendre quand même avec beaucoup de pincettes parce que ce sont des patients qui n'ont pas d'hyperféritinémie. Alors, faut-il arrêter les saignées? Donc, il dit qu'il y a quand même un intérêt de fond par rapport à l'hyperféritinémie. Et pour l'instant, il y a des études de faible effectif. Un temps d'installation saignée qui avait été développé par l'équipe de Rennes. Et ça devrait être l'année prochaine, ça montrera si c'est effet ou non sur la résistance. Et la étude pour qu'elle ait été faite, le problème, c'est qu'on n'a pas de laboratoire pour faire des saignées, d'une part, et puis d'autre part, c'est une population qui sont nombreuses, qui serait dans le cours de 2000 à 10 000 patients, ce qu'avait calculé donc, nos collègues de Rennes. Donc, besoin de cadences. Néanmoins, même s'il n'y a pas d'harmonie, que font donc les experts, surtout de Rennes, il faut quand même l'admettre, c'est eux qui publient le plus là-dessus, et ils conseillent quand même de faire les saignées quand une concentration hépatique en fer est supérieure à 100 microns par gramme de foie, ou quand il y a des symptômes de l'acteur. Des arthralgies, une fatigue de fond, c'est efficace dans une fois sur deux, il faut quand même l'admettre. 7 litres par kilo, composé des hémochromatoses, toutes les 2 semaines, avec un objectif de ferritique qui est inférieur à 100 nanogrammes par millilitre, certains disent inférieur à 50. Pas de traitement d'entretien, même si des fois on est quand même tenté, vous avez dit que je le fais honnêtement, chez les patients donc, qui vont réascensionner rapidement leur ferritique. Sinon, chez d'autres patients, surveillance, IRM tous les 2 ans, si la concentration hépatique en fer initiale est supérieure à 50, une ferritique surveillée tous les 6 à 12 mois, et puis quand même faire une glucose initiale, puis éventuellement tous les 2-3 ans, c'est adapté pour chaque patient. Donc en conclusion, si je respecte le temps, la NASH est un problème de santé majeur, les PDC, donc des complications associées notamment cardiovasculaires et respiratoires, un traitement à partir de F2, actuellement c'est acéturso et vitamine E, les pathocydéroses saignées seulement si les concentrations hépatiques en fer sont élevées ou symptomatiques, et reste quand même à définir des cadences. Je vous remercie, et je vous rappelle que c'est seulement la capitale.